Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation du jeu le Vice Versa Tarot. J'ai tenu à faire cette vidéo sur ce jeu que j'ai acheté il y a quelques temps parce que vous allez voir, c'est un jeu qui est très coloré. Alors voici la boîte du jeu à l'endroit et à l'envers. Pourquoi je vous montre les deux côtés? Bien parce que vous allez le voir, toutes les cartes du jeu sont ainsi faites. Elles ont un côté endroit, un côté envers. Et en plus, il est très coloré et riche en symboles. Donc c'est une boîte qui n'est pas très costaud, très solide. Comme vous pouvez le voir, c'est du simple carton. Le jeu est édité chez Lo Scarabeo par Massimiliano Filadoro. Et c'est donc un jeu de 78 cartes comme les tarots classiques. Voilà donc pour l'emballage. Nous avons également un petit livret, classique aussi, très simple, aucune couverture, tout en papier. Il y a plusieurs langues, donc c'est quand même pas mal. Mais comme vous pouvez le voir, donc comme ici avec les cartes des lames mineures, nous n'avons que des mots-clés pour chacune des cartes. Par exemple, pour le 5 des épées où on a crainte, crise, etc. C'est vraiment des petits mots comme ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et pour les lames majeures, eh bien c'est pareil, vous voyez, par lame, on n'a que 4 ou 5 lignes, 6 lignes peut-être de texte. Et en plus, ces cartes sont interprétées dans leur sens recto et dans leur sens verso. Donc il n'y a pas beaucoup de description, d'interprétation des cartes, des grandes lignes pour orienter, on va dire, l'intuition, mais tout le reste se fait donc par intuition et par ce que vous allez en voir sur les dessins des cartes. Alors au niveau des cartes en elles-mêmes, donc vous voyez leur taille par rapport à ma main, c'est une taille classique pour un jeu de tarot, très proche de celle du tarot de Marseille. Et elles tiennent bien en main, c'est déjà pas mal. Par contre, comme vous pouvez le voir, elles se tordent facilement. C'est même dommage d'avoir une si médiocre qualité au niveau de la carte, parce que, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle reste marquée si on la plie un peu. Donc c'est à manipuler avec précaution parce que sinon le jeu risque de ne pas faire long feu. Alors passons à la description des lames majeures. Ce sont surtout les lames majeures que nous allons voir aujourd'hui. Alors la première carte, qui est celle du mât ou du fou, habituellement ne porte pas de chiffre. Ici on peut voir qu'elle porte le chiffre 0. Donc on peut quand même la mettre en début ou en fin de jeu, mais le chiffre 0 donne plutôt l'impression de le mettre en première carte du jeu. Donc les cartes ont un double sens. Vous voyez, il y a un dessin de chaque côté. Donc ici, nous sommes sur l'endroit. Nous savons que nous sommes à l'endroit parce que le petit symbole se trouve en bas à droite. Et nous retrouvons donc un personnage du mât assez classique avec en bas, donc on voit une couronne, une coupe. Il n'y a pas l'animal qui le retient comme on voit généralement. Il a un bâton et une fleur avec des pétales qui s'envolent. Donc on a le côté matériel, le côté émotionnel, le côté travail et le côté donc mental qui se retrouve sur l'ensemble de la carte. Donc ici on pourrait dire que le personnage a décidé quelque chose, il lâche tout, il laisse tout par terre, il veut aller vers quelque chose d'autre. Et dans son sens inverse, nous retrouvons ici l'animal qui avait disparu sur le devant de la carte. Et puis notre personnage qui regarde vers le ciel. Et que voit-il? Eh bien, il voit une étoile filante. Alors ici, il savait qu'il allait aller quelque part, qu'il lâchait, qu'il allait vers de nouveaux horizons, sans savoir peut-être encore où. Ici, il commence déjà à savoir où. En tout cas, il commence à voir la direction qu'il doit emprunter, c'est-à-dire celle de suivre l'étoile filante. Et cette étoile filante,
eh bien on la retrouve ici sur la carte du battleur. Alors elle est plus proche, notre personnage lui est posé et il a ramassé ses outils, on va dire qu'il les a posés sur la table avec l'idée d'en faire quelque chose. Et à l'envers, eh bien, on voit le soleil qui se lève au loin, à l'horizon. On retrouve dans son dos le symbole de l'arbre de vie, l'évolution, la croissance, les connaissances à acquérir, le symbole de l'infini au-dessus de sa tête et la lumière de sa bougie. Voilà donc pour cette carte du battleur. Passons à la papesse maintenant et on retrouve l'image classique de la papesse assise avec un livre qui a beaucoup de voiles, une longue robe. Elle est très connectée. Alors elle paraît plus jeune que dans les jeux de cartes traditionnels, mais le symbole classique est là. On retrouve quand même une papesse assez classique. On voit tout de même un pied qui dépasse, ce qui pourrait montrer qu'elle est une connexion entre la terre et le ciel. Elle est très intuitive, mais en même temps, elle a toujours un pied sur terre. Donc elle est pleinement dans son incarnation, évidemment. Alors à l'envers, eh bien, que nous cache cette papesse? Alors on retrouve sur le côté 2 coupes avec un symbole féminin, un symbole masculin, la flamme bleue et la flamme rouge, et puis il y a ce coussin avec 2 clés. Et vous verrez sur la carte du pape tout à l'heure, nous retrouverons ces 2 clés. Donc ici la papesse cache ces 2 clés. Et puis vous voyez tout en haut, alors un beau ciel bien bleu avec quelques nuages certes, mais qui montre qu'il fait une très belle journée. Voilà donc pour la carte de la papesse. Passons maintenant à la carte de l'impératrice. Alors nous avons l'habitude de voir une impératrice plutôt enceinte, adulte. Et ici, nous avons une impératrice qui ne semble pas enceinte, qui semble plutôt dans la séduction et qui est quand même très jeune, qui est vraiment à l'aube de l'âge adulte. Elle est guidée quand même par l'intuition puisqu'on retrouve quand même l'étoile ici en haut de la carte. Et puis l'écusson sur le côté. Et derrière la carte, eh bien, nous voyons ce que voit cette impératrice. Et que voit-elle? Eh bien, elle voit un arbre majestueux, un arbre très bien ancré et un oiseau, même si ces symboles sont dessinés dans des tons un peu flous. Et puis nous trouvons ici un rosier grimpant. Alors le rosier, nous savons tous ce que c'est, c'est très joli à regarder, ça sent très très bon, mais c'est aussi très difficile à approcher. Alors dans le bas de la carte, eh bien, on voit de l'eau et un crâne, alors que ici devant, sous les pieds de l'impératrice, nous avons un sol plutôt sec et aride. Ce chemin sec et aride, nous allons le retrouver dans plusieurs cartes également. Alors qu'autour d'elle, il y a quand même du blé et de la verdure, donc la création et la fertilité est là quand même. D'ailleurs, l'eau est apportée donc sur le dos de la carte. L'eau qui évidemment fait pousser les plantes, mais qui est aussi symbole d'intuition. L'empereur toujours représenté de manière stable, qui regarde fixement devant lui. Il est en armure, donc toujours prêt à se battre, à se défendre ou à défendre son peuple. Il est très puissant puisqu'il possède le sceptre d'un côté avec le symbole de la lune et la boule de soleil de l'autre côté. Il a d'ailleurs le soleil sur le devant de l'armure, et puis au dos de la carte, on retrouve l'énergie du feu. On voit 2 quartiers de lune, le symbole féminin, et une pierre, donc la pierre symbole de la construction. Donc on sent le côté imposant, ne serait-ce que du trône sur lequel il est assis. Une construction bien fixée, bien ancrée, bien carrée aussi. Et puis le ciel, bien bleu, bien dégagé, comme dans la carte de la papesse.
Alors notre pape maintenant, alors comme je vous le disais, on retrouve à ses pieds les 2 clés qu'il y avait sur la carte de la papesse. Alors nous avons également en bas à gauche un personnage qui semble instruit ou qui a des connaissances en tout cas, et puis l'autre qui se laisse guider par la flamme de la bougie, par son intuition. Le pape, lui, il porte un masque et une coiffe dorée, une coiffe en or qui pourrait faire penser à la glande pinéale, pourquoi pas. Mais le chemin semble très fermé avec les 2 colonnes là sur les côtés. Alors au dos de la carte, eh bien, on retrouve le ciel bleu et un petit enfant qui détient la clé. Alors est-ce que c'est l'enfant intérieur qui détient les solutions, qui détient la clé? Tout dépendra évidemment des questions, des autres cartes, etc. Alors ces 2 colonnes sur les côtés, ça peut faire à chaque fois penser à des portes à traverser. Vous allez voir dans le jeu, souvent sur beaucoup de cartes, on retrouve 2 colonnes comme ça de chaque côté. Donc soit des portes à traverser ou aussi des limites. Des limites que l'on se met ou des limites qui nous sont imposées ou le fait de ne voir qu'une seule direction. On ne voit pas les autres directions quand on est entre les colonnes. La carte de l'amoureux maintenant, alors exit le petit chérubin dans le ciel, nous avons ici plutôt un ange, il ne tire pas de flèche celui-ci, on ne sait pas vraiment dire si c'est un personnage masculin ou féminin puisque il ressemble aux 2, et puis il y a ce mélange des couleurs bleu et rose, donc il est peut-être asexué, on ne sait pas, il y a quand même toujours cette belle lumière derrière, ce beau soleil qui lui sert en même temps de couronne lumineuse, et puis la lumière qui émane aussi du chakra du cœur, en forme de collier ici. Et puis nous avons donc 2 personnages. Habituellement dans les cartes des tarots, la carte de l'amoureux comporte 3 personnages. Ici, il n'y en a que 2, donc un noir et un en blanc, qui peuvent représenter le yin et le yang, la réunion des 2 parties. On voit également un arbre enflammé d'un côté et un arbre vert de l'autre côté, donc la terre, le feu. On retrouve également la notion d'air dans cette carte. C'est la notion de richesse ici qui n'y est pas. Donc tout ça, ça peut être des indices importants. Le sol encore qui est très aride, très sec, où rien ne semble pousser. Et puis ces 2 personnages donc, qui se tiennent la main. Et puis au dos de la carte, eh bien, l'ange a disparu. Il a laissé place à une étoile et à 2 cruches. Donc est-ce que c'est ici qu'apparaît la notion de choix entre l'une et l'autre, puisque la carte de l'amoureux apporte en général une notion de choix. Donc on ne sait pas trop. Il y a le serpent qui enroule l'arbre du côté de la femme. Donc à vous le plaisir d'analyser chacun de ces symboles. Voici notre carte du chariot classique. Elle aussi, on retrouve le personnage qui conduit le chariot. Enfin, il le conduit d'une main. Il tient un sceptre, il semble heureux d'aller de l'avant. Et puis les 2 chevaux, alors des chevaux, des sphinx, des lions, ça dépend des jeux. Ici, on a un mélange de tout. Ils ont des têtes humaines, féminines. On retrouve également la poitrine. Et ils ont des crinières de lion et des pattes de lion. Alors comme dans tous les jeux, ils ne regardent pas dans la même direction. Et on a ici aussi 2 couleurs, un noir et un blanc. Alors regardez bien le chemin sur lequel ils sont, un chemin pavé sur lequel ils avancent, et ce chemin, eh bien, il s'effrite dans le dos de la carte. Le personnage ne semble plus pouvoir faire marche arrière parce que il n'y a plus de route derrière, donc il est obligé d'avancer, il est obligé d'aller de l'avant.
Alors il est intéressant de regarder ce qu'il y a dans ce chariot et vous voyez une coupe ici en bas à gauche. Alors le personnage est emmené par l'élan du cœur, par les émotions. On retrouve le symbole du yin et du yang et la rune ici avec le symbole R. Passons maintenant à la carte de la force. Alors à l'endroit c'est mieux, voilà. On retrouve le personnage féminin qui n'est pas debout ici, qui est assise à côté du lion. Alors elle lui ouvre la gueule, elle lui tient la gueule ouverte, donc on montre la maîtrise ici, mais au-delà de la maîtrise, on sent une confiance, une relation entre les deux. Et voilà le dos de la carte. Alors c'est un peu une des surprises du jeu, parce qu'au dos de la carte de la force, on voit apparaître un démon. Et ce démon, eh bien, il peut être interprété de différentes manières. Alors c'est pareil, est-ce qu'il représente la partie sombre du personnage? Est-ce qu'il représente ses peurs? Est-ce qu'il représente justement ce qu'il doit maîtriser en lui, etc., etc. Ce sera à vous de voir en fonction des tirages que vous ferez. Ensuite, alors, c'est la carte de l'ermite. Classique également, cet ermite appuyé sur son bâton. Bon, il n'a pas l'air vraiment appuyé dessus, mais bon, il a sa lanterne, sa petite lumière là pour l'éclairer sur sa route. Donc c'est une personne âgée qui a déjà bien vécu l'interprétation classique, je pense, de l'ermite. Quoique ici son manteau n'a pas l'air très épais. Alors bien souvent on assimile l'ermite à l'hiver, mais bon. Alors que voit-il notre ermite? Que nous donne-t-il à l'envers? Eh bien on retrouve ici en bas un espèce d'œuf qui était déjà au pied sur le devant de la carte. Un œuf qui semble devoir prendre le temps de mûrir encore, et puis deux animaux, deux chiens ici rouge et blanc. Ces chiens, on va les retrouver sur la carte de la lune un peu plus loin. Il y a beaucoup de dualité, alors soit dans les personnages humains blancs et noirs, dans les colonnes blanches et noires, et dans les animaux c'est souvent rouge et blanc. Alors en parlant de la lune, eh bien ici on voit le visage de la lune, donc qui guide l'intuition, qui guide les réflexions intérieures du personnage de l'ermite, et puis cet oiseau qui s'envole, et on dirait que l'oiseau s'envole de sa main. Alors voici maintenant la roue qui est vraiment représentée différemment que d'habitude, parce qu'il ne semble pas y avoir de mouvement ici. La roue est tenue et pourtant elle annonce toujours quand même un changement, une évolution. Alors est-ce que c'est une évolution maîtrisée ici du fait que le personnage féminin, qui est en fait aussi un mélange de femme et de sphinx et de lion peut-être, parce que ça ressemble à une patte de lion, maintient son destin, maintient et maître des changements de sa vie. Et puis donc ces personnages mi-humains, mi-bêtes qui font penser aux symboles égyptiens. Assez étrange, n'est-ce pas, comme carte? N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez, vous, de cette carte-là. Et à l'envers, eh bien, voici la carte de la roue à l'envers. Et qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve le battleur, exactement dans la même position. Et là, la roue, elle est plus maintenue, elle est libre. Elle est libre, en même temps, on dirait qu'elle peut servir de bouclier. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à interpréter dans ce jeu, de la manière où sont représentées les choses. C'est assez bizarre par moments, mais je pense que c'est à approfondir. Alors, la carte de la justice. Carte de la justice, personnage féminin, comme on a l'habitude, avec la balance. Ici, avec l'épée, là. Et ce personnage, vous voyez qu'il a les yeux bandés quand même. Donc, est-ce que c'est juste pour lui intérieurement, mais ce n'est peut-être pas juste pour l'extérieur, on ne sait pas trop. Puis regardez sa robe, avec le pli de la robe juste en dessous de la poitrine,
qui pourrait faire penser à un léger gonflement. Alors est-ce que le symbole de la femme enceinte que l'on a habituellement dans l'impératrice se retrouverait ici dans la carte de la justice? Mystère, mais bon, pourquoi pas? Vous voyez peut-être mieux ici comme ça. Alors, le côté inverse, eh bien, nous retrouvons une épée ici plantée derrière, un peu à la manière d'Excalibur. Cette épée qui a fendu la pierre, qui est restée bloquée dedans, et si vous arrivez à l'enlever, eh bien, vous avez tout gagné, n'est-ce pas? Il y a la légèreté du papillon, qui n'en fait un peu qu'à sa tête, qui vole dans tous les sens, on peut dire ça comme ça. On voit la pointe de l'épée qui dépasse, l'épée de la justice, et puis l'univers derrière avec une sorte de constellation. Voilà pour la justice. Alors, le pendu qui a toujours sa tête à l'envers. Il a la position classique de l'ensemble des jeux. On retrouve le chemin au milieu, vous voyez, sur lequel rien ne pousse. Le personnage nous regarde de face. Il est attaché par son pied donc en haut, et puis il regarde sans vraiment donner d'expression particulière. Alors c'est plus intéressant au dos de la carte, parce qu'on voit bien donc que sa jambe ici n'est pas attachée, elle est simplement pliée derrière le genou. Alors peut-être que c'est pour pas avoir une crampe au genou de la jambe qui est attachée. Ses mains, elles sont quand même ligotées dans le dos, et elles font penser à des ailes de papillon, je trouve, de la manière où elles sont placées. Et puis on voit les deux personnages. Alors, est-ce que c'est encore une observation, le problème de devoir faire un choix? Mais il y a ce serpent-là, alors peut-être que si le serpent le pique un coup, il va peut-être se décider à bouger, ce pendu. Donc, on peut penser que l'action est proche. Il suffirait peut-être que le serpent pique un bon petit coup, là, et puis hop, ça y est, c'est parti. Alors, la carte 13. Alors non, nous n'avons pas ici un squelette, mais un cavalier en armure. Alors, sous son armure, il a peut-être une forme de squelette. Après tout, il tient son drapeau noir et son cheval qui a des yeux très très éclairés, un peu comme s'il avait transposé sa vue dans le regard du cheval. Donc ce cheval, il a des yeux qui lancent des flammes un peu, donc il est prêt à fusiller un peu le premier qui va passer et qui va l'embêter là. On retrouve un personnage blanc, un personnage rouge, même s'ils ne sont pas des animaux. Le ciel est bien gris, bien noir, bien orageux, même si dans le haut de la carte on voit un peu à gauche une petite éclaircie qui pourrait approcher. Donc le cheval n'est pas ici en action, contrairement au jeu classique. Et voici le dos de la carte. Alors ceux qui n'aiment pas voir la carte 13 dans leur jeu peuvent ici se rassurer peut-être un peu en voyant une belle lumière, un soleil couchant. Alors on retrouve quand même les deux colonnes sur les côtés, les colonnes qui peuvent faire penser à une porte à franchir, donc une étape à franchir, mais aussi des limites qui peuvent vous empêcher de voir ailleurs, de voir d'autres possibilités. Les deux personnages tiennent chacun une fleur différente dans leurs mains. Il y a un crâne ici par terre. Alors c'est peut-être le crâne du squelette qu'on a l'habitude de voir. Ça peut aussi faire penser aux racines, aux vieilles croyances qu'on laisse derrière nous. Alors, tempérance, carte très douce, la tempérance. Ici, elle est toujours au bord de l'eau, elle est toujours en train de transvaser ses coupes. Peut-être en aura-t-elle marre un jour ou l'autre. On retrouve les symboles masculins et féminins, des fleurs qui poussent ici. Elle a ses ailes rouges, donc elle est quand même prête à être dans l'action. Et voici le dos de la carte. Et dans le dos de la carte, on retrouve un lion et un aigle, symbole du feu,
symbole de l'air, et en même temps donc le lion de la carte de la force. Et le lion et l'aigle, on les retrouve également sur la carte du monde. Donc peut-être qu'à ce stade, Tempérance a déjà maîtrisé l'élément feu et l'élément air. Et en arrière-plan, on retrouve cette porte, ce cadre. Alors, cette étape à franchir, évidemment, ça donne toujours l'intuition qu'il y a toujours une étape suivante qu'il faut aller traverser. Alors, la carte du diable, maintenant, une carte très colorée avec du feu qui fait penser tout de suite aux flammes de l'enfer. Le personnage du diable, mi-homme, mi-bête, qui nous montre bien sa main comme pour nous arrêter. Il tient prisonnier donc les deux personnages, et vous pouvez remarquer que ce sont les deux personnages de la carte de l'amoureux. Rappelez-vous l'homme en noir, la femme en blanc, donc avec un masque blanc et un masque noir. Donc ils sont là à se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On est enchaîné, comment on peut sortir de là? Est-ce qu'on est lié pour toujours? Qui doivent peut-être se poser des questions, qui sont sous l'influence du diable et qui ne peuvent que obéir. Enfin, beaucoup d'interprétations possibles. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire et en dire. À l'envers, eh bien, le personnage du diable nous tourne le dos. Il a des ailes de chauve-souris, donc, et en bas, on retrouve le socle. Ça ne vous fait pas penser un peu au trône sur lequel était assis l'empereur tout à l'heure? Enfin, c'est qu'une idée comme ça. Passons à la carte de la tour. Classique aussi, avec ces deux personnages qui semblent tomber de la tour, touchés par la foudre. Et on voit par contre ici une colombe, symbole de la paix et de l'avenir qui revient. Alors elle s'envole vers la gauche quand même, donc bon, on ne sait pas trop encore comment interpréter ça. À l'envers, eh bien, que voyons-nous? Elle est intéressante aussi à l'envers, cette carte, parce que en bas de la carte, on retrouve les deux chevaux, personnages féminins, millions, ce que vous voulez, de la carte du chariot. Et le chariot, il est où? Il est là en plein milieu, complètement démoli. Alors, est-ce que notre personnage du chariot n'a pas su maintenir ces deux chevaux, n'a pas su les guider et qu'ils ont approché de la tour et que l'un a voulu passer à droite et l'autre à gauche et qu'ils en ont fait chacun qu'à leur tête, ils sont passés chacun d'un côté et le chariot, lui, eh ben, il s'est pris le mur. Et puis en haut, on a toujours cet éclair qui fend un masque, donc une vérité qui se montre, des masques qui tombent, etc. Alors, l'étoile, qui est en général une des cartes que je préfère dans tous les tarots. Et ici, on retrouve bien notre étoile calme qui transvase aussi son eau, qui laisse couler la source, qui est très connectée avec cette étoile au-dessus de sa tête, et puis cette longue chevelure dorée qui part donc du haut de son crâne et qui va jusqu'au chakra racine, donc une information qui coule librement dans tous ces chakras, qui circulent bien, et puis tout semble aller bien pour elle. Et puis il y a une espèce d'oiseau préhistorique là derrière. Donc une étoile quand même assez classique. Et à l'envers, et c'est là où j'ai été surprise, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, même chose, si vous avez une intuition particulière, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires de la vidéo. On a donc notre étoile avec cette pluie d'étoiles filantes et puis ce personnage masculin sans forme vraiment définie qui semble venir d'un autre monde, d'une autre dimension, qui regarde l'étoile. Alors est-ce que c'est lui qui lui transmet les informations
de ses intuitions, de ce qu'elle a besoin de savoir. Est-ce qu'il est son âme sœur, sa complémentarité, je ne sais pas. Passons à la carte de la lune. La lune classique elle aussi, avec on retrouve les deux personnages animaux, ici blanc et rouge, unis, qui regardent dans la même direction, donc qui regardent dans la direction de l'étoile, bien entendu. Cette étoile, elle n'a pas de visage particulier, contrairement au visage que nous avions pu voir dans la carte de l'ermite. Ici, elle a un masque. Donc pareil, hein, ça dépendra des questions, des cartes autour. Un masque, ça peut dire beaucoup de choses, des choses cachées, etc. Et voilà l'envers de la carte. Et là, j'ai l'impression de retrouver la carte de l'étoile. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à ça. Et ici, on a la lune noire. Donc d'un côté, nous avions la lune, la pleine lune. Et ici, nous avons la nouvelle lune. Alors avec deux nouvelles connexions, deux nouvelles intuitions, si on fait rapport à la carte de l'étoile. On a donc dans la main gauche une lumière et dans la main droite un bol avec un espèce de liquide vert. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Alors, voyons maintenant la lune à côté du soleil. Vous pouvez voir que la lune et le soleil font quasiment la même taille et qu'ils ont le même masque. Donc, je ne sais pas si ça peut être choquant ou pas choquant. Donc la carte du soleil est quand même toujours très positive, donc ici on peut imaginer que ce masque est positif, et puis cet enfant qui caresse son cheval alors qu'habituellement il chevauche son cheval. Ici il semble le câliner, lui parler, être en harmonie avec lui, ils s'aiment, on voit qu'ils ont une belle concordance, et puis on a les tournesols qui indiquent aussi peut-être la période de l'été. Et à l'envers, eh bien, le cheval semble un peu apeuré, il regarde vers le bas et le petit être humain le rassure en ayant l'air de lui dire que tout va bien aller, que tout va bien se passer. Ils ont envie d'avancer, mais vous voyez que derrière, il y a une muraille avec des gardes et derrière encore, on peut voir une montagne. Alors peut-être qu'ils savent qu'il y aura des choses à franchir, mais ils restent confiants. Alors, la carte du jugement qui est aussi un peu différente de ce qu'on en a l'habitude de trouver, puisque au lieu d'être dans des tons bleus et blancs avec un ange tenant une trompette, ici on est dans des couleurs jaunes, couleur de feu, du chakra du cœur, du plexus. D'ailleurs, le personnage, vous voyez qu'il a un symbole du soleil au niveau du cœur. Il tient non pas une trompette, mais une corne. Alors bon, ça fait autant de bruit, hein, de toute façon. Le symbole du fait de devoir écouter, d'être alerté est bien là. Et puis regardez ces yeux qui émanent de la lumière, qui n'ont pas de pupilles. C'est un peu flippant, je dirais même. Mais bon, ça me fait penser à Herobrine dans Minecraft, pour ceux qui connaissent Minecraft. Bref, on retrouve nos trois personnages, notre famille, qui habituellement sur la carte du jugement se situe plutôt dans une sorte de barque ou dans une sorte de tombe. Là, ils sont sur un sol pareil, aride, sec. Ils sont nus, ils n'ont rien. Cependant, on voit qu'ils ont l'air les adultes ont l'air de tenir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et là, on sait quoi. Voilà. Donc là, l'ange a disparu, il a laissé place à un aigle. Et nous pouvons voir que la femme, en fait, tient un œuf, symbole de la fécondation, de la fertilité. L'enfant, lui, il semble naturel, il semble à son aise. On retrouve les cercueils derrière. Hein, je vous disais juste avant qu'ils étaient dans une barque ou dans des cercueils. Donc ici, ils sont sortis de leur tombe. Donc ils ont récupéré la fertilité, la fécondation. Le monsieur, lui, tient un crâne dans ses mains au niveau du chakra racine. Donc pareil, hein, l'attachement aux valeurs, etc.
Ici, nous avons la carte du monde. Alors, carte du monde classique, on retrouve dans les quatre coins les symboles eau, terre, feu et air, avec ici peut-être un genre de taureau, donc pour l'élément terre, le lion ici à droite pour l'élément feu, un aigle pour l'élément air, et puis ici je sais pas trop ce que c'est en fait pour l'élément eau, on dirait un personnage féminin avec une drôle de chevelure ou un ange, je ne sais pas. Enfin, voilà. Au niveau du personnage lui-même, eh bien, nous avons toujours un personnage dans sa bulle, dans sa couronne de laurier, qui semble heureuse, que tout lui réussit. On a les bougies sur les côtés avec la flamme bleue et la flamme rouge. Son drapé s'envole. Elle semble libre, elle semble connectée. Il n'y a pas vraiment de souci pour elle à ce niveau-là. On retrouve les anneaux, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et puis donc ce beau ciel bleu et ces nuages qui contrastent avec les étoiles et la nuit du fond de la carte. Alors, vous allez voir un peu que nous retrouvons ici notre pendu. Voilà, je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. Nous retrouvons ici notre personnage du pendu, sauf qu'au lieu d'être un homme, c'est une femme, et que, eh bien, son pied n'est toujours pas attaché, que ses mains, elles, sont déliées, et que son pied n'est plus attaché non plus à son support. Alors, on va mettre à l'envers, vous comprendrez mieux. Voilà, vous voyez ici en haut, le drapé qui retenait son pied, eh bien, s'est détaché et notre pendu ici est libre. Voilà donc pour les cartes majeures de ce jeu. J'ai voulu faire assez vite, mais je vois que c'est déjà long. J'en suis désolée, mais j'essaye pourtant de voir un peu le maximum des détails de chacune des cartes, sans forcément quand même entrer dans tous les détails. Mais c'est vrai qu'on se laisse vite aller, qu'on se laisse vite prendre dans la découverte de chacun des symboles. Bon, si ce jeu vous plaît, s'il vous intéresse, eh bien vous retrouverez en dessous de la vidéo, dans la description, je vous mettrai un lien du jeu. Et bien n'hésitez pas à dire dans vos commentaires si vous aimez ou pas. Alors nous allons passer rapidement sur les cartes mineures. Alors vous voyez ici sur chaque carte en bas on voit le signe de la série auquel ils appartiennent, donc les bâtons, l'épée, les deniers et ici les coupes. Donc on sait qu'une carte est à l'endroit quand le symbole de la série se trouve en bas à gauche. Donc ici la coupe est en bas à gauche. Alors on voit le personnage de face, j'ai pris exprès un personnage comme ça pour que vous voyez bien. Et dans le dos, vous voyez la coupe est en bas à droite et le personnage nous tourne le dos. Donc là nous savons quel est l'endroit, quel est l'envers. Donc quand c'est en bas à gauche, c'est à l'endroit et en bas à droite, c'est l'envers de la carte. Donc ici nous savons que c'est un roi puisqu'il y a le symbole de la couronne. Donc ici par exemple sur celle-ci nous savons que c'est un cavalier parce qu'il y a une tête de cheval. Alors oui, bon d'accord, la carte représente un cavalier sur son cheval, je suis d'accord avec vous. Et bon, c'est pour vous montrer que on se repère à ce que ça représente par rapport au symbole en bas de la carte. Autrement, quand ce sont des cartes numériques, eh bien vous avez le chiffre inscrit qui vous indique de quelle carte il s'agit. Alors, nous allons passer en revue rapidement, je vous promets,
les cartes de chacune des séries. Donc ici c'est la série des coupes. De manière à ce que vous puissiez quand même apprécier l'ensemble des illustrations. Ça brille un peu, je suis désolée, mais en même temps je vais essayer de faire assez vite. Alors si une carte vous interpelle particulièrement, eh bien n'hésitez pas à dire quelle carte vous avez préférée dans l'ensemble du jeu, dans les commentaires que vous pouvez laisser donc en dessous de la vidéo. Parce que même en allant rapidement comme ça, il y en aura peut-être une sur laquelle vous allez flasher, pourquoi pas. Donc c'est un tarot de type Rider-Waite quand même, hein, puisque alors ici c'est la même carte que sur la boîte. Donc c'est un tarot quand même de type Rider-Waite, puisque toutes les cartes mineures sont donc illustrées entièrement. Alors ici nous sommes dans la série des bâtons. Tous les détails sont impressionnants, hein. Franchement, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à voir. C'est le genre de jeu avec lequel, par exemple, quand vous devez faire une interprétation, faut pas commencer à vous emmêler dans tous les détails. Je dirais presque que sur chaque carte, à chaque fois, il y aura un détail qui va vous sauter aux yeux, qui va vous apparaître. Alors, une fois, ça pourra être un détail particulier, et puis une autre fois, vous ressortirez la même carte, et c'est un autre détail qui va vous interpeller. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est de se laisser attirer par la première chose en fait qui va vous sauter aux yeux. Parce que c'est ce qui va guider votre intuition et qui va vous permettre d'interpréter vraiment plus par rapport à la question qui aura été posée. Alors ici on est dans la série des deniers. On continue donc, hop. Mais franchement, alors non seulement il y a beaucoup de détails, que ce soit dans l'expression des personnages, que ce soit dans les petits, vous voyez comme là, les lunes sur la cape, ici les dessins sur la tunique, vous voyez la rose dans le dos. euh, c'est incroyable tout ce qu'on peut voir, trouver, même dans les nuages, dans les éclairages. Ce jeu est franchement excellent. Il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté, que je l'ai découvert. Je vous dirais franchement que j'ai été attirée par son titre Vice Versa, qui m'intriguait. Maintenant, je sais, j'ai compris pourquoi. J'ai vu comment le jeu était agencé. C'est une très bonne idée, même si on est obligé de regarder ailleurs quand on tire les cartes. Parce que comme il n'y a pas de dos de cartes unies, si on regarde les cartes en même temps qu'on les tire, on va être très vite influencé par les dessins, les couleurs, etc. Donc quand on tire les cartes avec ce genre de jeu, il faut absolument mettre sa tête de l'autre côté. Alors passons à la série des épées. Hop, c'est parti. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire avant. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous l'ayez entendu. Très impressionnante la série des épées avec des personnages qui ont beaucoup de prestance, qui ont beaucoup de présence sur chacune d'entre elles.
Donc ce jeu, moi je le conseille même aux débutants parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'interprétations dans le livret. Alors les débutants aiment peut-être bien avoir des interprétations dans le livret, mais là les images, elles parlent toutes seules, elles parlent d'elles-mêmes. Il faut vraiment se faire confiance. Et quelqu'un qui débute, qui n'y connaît rien, franchement là, on est obligé d'avoir de l'intuition. On est directement balancé dans l'intuition. Et c'est ce qui fait tout le délire du jeu, quoi. C'est impressionnant. Voilà, donc pour chacune des 4 séries. Alors je vous propose rapidement de revenir sur la carte de la roue de fortune. Où est-elle? Elle se cache. À une main, c'est pas évident. La voilà. Rappelez-vous, cette roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle annonce en général toujours un changement, une évolution, et je vous parlais tout à l'heure ici d'évolution peut-être maîtrisée par rapport à la patte du sphinx. Eh bien, qu'est-ce qui est dit dans le livre? À l'endroit, un achèvement d'un cycle et début d'un nouveau. Acceptation du changement, expansion, naissance d'une nouvelle conscience. Donc vous voyez, acceptation du changement. Donc on reprend quelque part un certain contrôle en acceptant les choses. Et puis à l'envers, donc nous retrouvions notre battleur avec la roue qui est maintenant libre. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, compréhension profonde des dynamiques de transformation visant à son propre avantage. Occasion saisie, rencontre fortuite et importante. Donc là, il y a un engrenage qui peut se faire. Il y a des occasions qui peuvent se présenter, on se laisse aller au hasard, alors qu'ici, on va vers une évolution certaine, mais une évolution plutôt maîtrisée et contrôlée. Bon, voilà qu'elle tombe. Donc voilà un peu, même si vous avez déjà des notions dans les tarots, et bien évidemment vous pouvez reprendre quand même les notions que vous connaissez, mais en même temps, vous voyez qu'elles ont quand même des significations peut-être plus guidées ou un peu différentes de ce que l'on a l'habitude de voir dans les jeux de tarot habituels. Très riche en couleurs, des dessins magnifiques, je l'ai déjà dit, beaucoup de dessins, de symboles, beaucoup de choses à voir, autant dans les couleurs que dans l'alternance jour-nuit, etc. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à vous la faire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vos ressentis. Si une carte vous a plu en particulier, eh bien n'hésitez pas à me dire laquelle. Je suis désolée pour la longueur, je n'y peux rien. Dès que je tombe sur des cartes, j'ai toujours quelque chose à dire. Alors je me trompe peut-être, je vous ai dit ce qui me semblait dans l'instant présent, puisque je n'ai pas encore vraiment étudié complètement le jeu. D'ailleurs, c'est le genre de jeu que je pense ne pas avoir envie d'étudier parce que j'ai vraiment envie de laisser aller mon intuition à chaque fois que je vais m'en servir. Voilà, donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.